Bonjour. Donc on va démarrer la table ronde sur la Sport Tech, donc de la R&D au marché. Donc data, logiciel, physiologie, matériaux, mécanique, équipement. La filière Sport Tech intègre de nombreuses innovations technologiques pour aller toujours plus loin. La performance, la fan expérience, la pratique pour tous, le sport santé, etc. De plus en plus d'entrepreneurs transforment ces innovations technologiques en produits ou services, positionnés sur des verticales, des marchés, des usages spécifiques. Pour illustrer ces dynamiques, nous allons d'une part donner la parole donc à deux entreprises de la Sport Tech qui vont nous raconter un peu leur parcours de la R&D au marché, leurs perspectives, et d'autre part, on donnera aussi la parole à deux initiatives structurantes qui accompagnent et accélèrent le développement de cet écosystème. Donc, on va commencer par un petit tour de table. Laurine, si tu veux. Bonjour à tous, donc Laurine Chaise, donc moi je travaille pour l'accélérateur Le PAC. On est un accélérateur donc dédié à la filière sport, on est basé à Lyon. Derrière Le PAC, donc on a trois structures porteuses de l'initiative. Donc le village Baïséac, on a un réseau de 44 villages dans toute la France. Le Loup Rugby, donc club de top 14 qui travaille très fréquemment avec des startups sur différents pans de leur activité. Et enfin le groupe GL Events, donc très investi sur la filière sport au niveau national. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Moustapha Kurlu. Je suis directeur digital sport et international chez BPI France. Donc sur la partie sport chez BPI France, on a deux piliers majeurs. Le premier, c'est une communauté de 32 clubs sportifs répartis sur tout le territoire qu'on accompagne. Et le deuxième, c'est de faire vivre, ou en tout cas de fédérer, d'animer tout un écosystème autour de la sport économie, autour de l'économie du sport. Et donc, on poursuit avec les entreprises. Allô? Ah oui, bonjour. Moi, c'est Antoine Pirovano. Je suis cofondateur et CEO de Deeptimize. Nous, on développe des outils d'intelligence artificielle pour l'analyse vidéo de la performance sportive. Je pense qu'on aura l'opportunité de développer après. Bonjour à tous, moi c'est Nizar Melki, je suis le cofondateur de Sport Easy, une application qui simplifie le quotidien des clubs de sport amateurs. Et je pense qu'on va avoir l'occasion en effet d'en parler pendant quelques minutes, donc j'en dis pas plus. Voilà, merci à tous. Et donc moi je me suis pas présentée, je suis Lisa Bust, à la direction d'expertise à BPI France, et donc aussi référente sur les sujets sport tech. Alors, le premier thème de la table ronde, c'est comment donc ces deux entreprises sont allées de l'idée vers le premier produit, donc de la définition d'un usage vers un développement technologique. Donc on va aborder les thèmes de quel est le déclencheur du projet, comment on quantifie la création de valeur potentielle, c'était quoi au départ l'état de l'art marché, et comment vous avez pu intégrer et anticiper l'usage en fait dans votre démarche de R&D. Voilà, je vous laisse expliquer tout ça. Tu vas ? Vas-y, j'y vais. Du coup, nous, on a eu une approche assez entrepreneuriale dans le sens le plus littéral, parce que on est deux associés qui sommes tous les deux docteurs en intelligence artificielle. Donc, on a eu cette envie, la genèse du projet part de l'envie d'appliquer cette petite expertise acquise en doctorat au monde qui nous passionne, au marché qui nous passionne, qui est le marché du sport. Et du coup, j'en étais où ? Oui, et du coup, en fait, on a eu besoin, on avait de la technologie, de la grosse techno, et on s'est posé la question de se dire, ok, mais en fait, à quoi ça sert ? Et du coup, on a passé quand même 2 bonnes années à naviguer sur le marché du sport pour comprendre à quoi servent ces technologies. Donc, on a travaillé avec des fédérations, des clubs, des athlètes, des coachs, des entreprises aussi. Et du coup, pour comprendre vraiment à quoi servaient les technologies qu'on avait développées. Et du coup, c'est à peu près ça. C'était quoi les autres questions ? Après, oui, donc c'est comme ça que tu as pu évaluer finalement la création de valeur potentielle qu'apportait ta technologie. Ouais. Et du coup, finalement, toi, tu as plus été dans un cheminement de la techno vers l'usage. Ouais, exactement. Et du coup, ça a été un vrai exercice derrière de venir agréger toutes ces connaissances qu'on avait acquises à travers les différents POC qu'on a pu faire pour après mettre en place une stratégie qui on pense est vertueuse et qui pour nous a été le fait de faire une petite levée
d'une première petite levée de fonds, pour pouvoir se concentrer sur devenir les experts. On pense que là où on a compris qu'on a le plus de valeur, c'est sur le tagging automatique d'actions dans des vidéos de sport. Aujourd'hui, c'est fait manuellement par des analystes ou par des prestataires. Aujourd'hui, tous les clubs qui ont des données d'action, pas de localisation, vraiment des données d'action, donc ça, quand est-ce qu'il y a un plaquage, une passe, je prends l'exemple du rugby, c'est fait manuellement par des gens et nous, on est capable de le faire en temps réel, de manière très précise, d'apporter plus de données, et du coup, on se positionne vraiment sur cette niche-là, dans un premier temps. Et par exemple, par rapport à l'état de l'art marché, il y a, j'imagine, d'autres solutions qui existaient pour fournir de la donnée. Il y a d'un côté les capteurs, mais il y avait déjà peut-être aussi de l'analyse vidéo. Comment vous êtes vite placé dans cet écosystème? Du coup, il y a déjà la plupart des clubs sont assez habitués à utiliser un type de données qui est le tracking, donc la localisation, savoir qui et où. Donc ils connaissent déjà plutôt bien ça. Donc pour nous, c'était plutôt un atout, sachant qu'aujourd'hui, eux, ils ont des analystes en interne, des taggers, en fait, des codeurs, qui vont venir tapoter sur des claviers pour coder les matchs et venir dire quand est-ce qu'il y a un plaquage, quand est-ce qu'il y a une passe. Je continue sur l'exemple du rugby. Et du coup, eux aujourd'hui, ils ont les solutions externes qui existent, c'est type Opta. J'imagine que vous connaissez, mais peut-être pas. C'est le fournisseur de données qui envoie des humains, en général issus de pays en développement, dans les stades pour taguer manuellement. Donc ils font ce travail-là aussi manuellement et ils vendent leurs annotations au club. Et du coup, quand les clubs de rugby voient ce que nous on est capable de faire en termes de qualité de données, parce que les données que récupère par Opta sont pas toujours de très bonne qualité, en termes de rapidité de traitement et en termes aussi d'apporter plus de données, plus de compréhension sur le jeu, qui derrière est aussi transférable à l'entraînement. Forcément, le match, c'est ce qui fait briller les yeux, moi le premier, mais les clubs, ils passent quand même 90% de leur temps à l'entraînement, donc il y a besoin aussi d'analyser ces entraînements. Et Opta, ils envoient pas des analystes dans les clubs. Et puis il y a aussi l'analyse de la concurrence. Donc la proposition de valeur, elle est assez claire pour les clubs et elle répond à un vrai pain, à une vraie douleur, pour éviter les anglicismes. et voilà. Donc. Ok. Bah merci beaucoup, Nizar, si tu veux enchaîner sur ton historique. Oui, avec plaisir. Merci, c'était hyper intéressant d'écouter. J'essaye de faire le parallèle. Nous, le parallèle que je vois, en tout cas, c'est que tu dis que tu as navigué à travers les clubs pour découvrir. Donc ça, oui, nous, on l'a beaucoup fait. On a parlé à beaucoup de responsables de clubs amateurs. En revanche, peut-être la différence, c'est qu'on n'a pas mis 2 ans parce que l'usage était relativement clair. En tout cas, le besoin auquel on voulait répondre était clair et il n'y avait pas vraiment de solution pour y répondre sur le marché. Donc, je m'explique. Donc mon associé et moi, on s'est rencontrés il y a une 12aine d'années. On était responsables de petits clubs de foot. Donc ça, c'est assez compréhensible par tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que gérer un club de foot amateur, pardonnez-moi l'expression, c'est chiant. ça nécessite plein en fait, c'est très chronophage et ça nécessite plein d'outils différents et pas du tout adaptés. Donc c'est des tableaux Excel pour suivre qui a payé la cotise au club. C'est des emails à non plus finir pour savoir qui peut venir au match, des SMS si le match est annulé. Une page Facebook pour animer la vie du club. Donc, en fait, c'est plein d'outils pas du tout adaptés pour un besoin de communication, d'organisation qui est quand même assez clair. Et donc, nous, c'était plutôt, on n'a pas, c'est pas de la deep tech, mais c'est plutôt, on s'est dit, il y a des outils, la numérique qui arrivent. Nous, particuliers, on utilise de plus en plus d'apps. Les entreprises utilisent de plus en plus de logiciels d'entreprise, souvent en ligne, en mode SaaS. Et le monde du sport amateur, c'est-à-dire associatif, loisir, récréatif, lui, c'est un peu le parent pauvre de la digitalisation, quoi. Personne s'occupe trop de lui. Donc il y avait des trucs aux US, un peu comme d'habitude, ils ont quelques années d'avance, mais donc nous le déclencheur, ça a été notre besoin perso. Et ensuite, on est allé vraiment discuter avec plein de gens dans des clubs amateurs et on s'est dit mais en fait c'est pas que nous deux, quoi. En fait, il y a 15 000 athlètes de haut niveau en France, mais 15 millions de licenciés dans les clubs. Donc en fait, le sport amateur, c'est 99,9% du sport, donc a priori il y a un marché. Les petites assos, elles ont pas trop d'argent, mais le budget cumulé des assos sportives en France, c'est quand même 10 milliards d'euros. Donc dans le monde, c'est peut-être 30 fois plus. Et on s'est dit, ouais, c'est intéressant, il y a un truc à faire en utilisant l'outil numérique pour faire gagner du temps et créer un outil pour tout le monde dans un club. Et en revanche, il fallait quand même développer un logiciel un peu compliqué avec des acteurs qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent pour payer. Et donc ça veut dire que c'est des boîtes capital intensive, comme on dit. Il fallait lever des fonds, développer des choses avec des développeurs. Donc c'est notre R&D quand même à nous. Et donc là, il a fallu lever des fonds. Et voilà un peu le début de l'histoire. Je pense que ça répond en partie à tes questions, mais n'hésite pas à m'en poser d'autres. C'est parfait.
Et donc ce qu'on voit, c'est quand même deux trajectoires différentes, une qui part d'un constat de manque dans l'usage et l'autre plutôt d'une techno à disposition et vers quel usage on l'amène en fait. Et donc pour poursuivre la discussion, est-ce que maintenant vous pourriez peut-être nous expliquer comment vous en êtes arrivé à vos premiers POC, à convaincre vos premiers clients? Est-ce que vous avez pu monétiser tout de suite avec vraiment les premières personnes qui ont utilisé votre produit? Et est-ce que vous avez pu vite quantifier l'impact sur vos clients? Et ensuite, on enchaînera avec Laurine et Mustapha qui nous expliqueront comment on peut accompagner les entreprises à ce stade-là. Tu veux que j'enchaîne la suite de mon histoire comme ça alors ouais, nous on avait un truc sympa, c'est que comme je vous l'ai dit, on était tous les deux responsables de club de foot avec mon associé Albin. Et donc le club de foot d'Albin, on s'est dit on va tout tester sur lui quoi. Donc pendant quelques mois en fait, on avait une espèce de pool de bêta-testeurs qui était vachement bien, qui en même temps voulaient l'utiliser en conditions réelles. Enfin, on voulait vraiment que ça leur fasse gagner du temps. Pardon, mais en 2 mots, Sporisy, c'est assez simple à comprendre. C'est d'abord un logiciel de gestion d'équipe. Donc ça envoie des notifications. Est-ce que tu es dispo pour venir au match? Oui, non. Les gens peuvent mettre qui est là, qui est pas là, etc. On peut faire sa compo d'équipe, on peut noter des stats. Et puis progressivement, on a développé d'autres choses autour de la gestion administrative des clubs. Donc on peut payer en ligne la cotise de son gamin directement. Donc on peut faire plein de choses comme ça. Et donc on n'a pas eu tout ça dès le début, mais je veux dire progressivement, on a développé tout ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une première version. Ça a été en test que dans ce petit club-là. Non, on ne gagnait pas d'argent. Là, c'était clair qu'il testait en conditions réelles. Donc il était quand même pas très content si ça marchait pas. Ça lui était quand même utile, mais il était quand même sympa parce que c'était gratuit puis que c'était nos copains. Et donc progressivement, on a fait une sorte de petit élargissement comme ça de clubs d'amis en fait, jusqu'à aller voir une ligue en Île-de-France qui avait je sais pas une centaine d'équipes, dont d'équipes de petits clubs en fait, de petites assos. Et on a convaincu une trentaine de rejoindre le projet. Et ça nous a permis vraiment de beaucoup interagir. Je vais dire des choses peut-être bateau, enfin pas dans tous les univers pro en tout cas, mais dans le nôtre, mais tellement important, c'est que nous on s'est construit en parlant à nos utilisateurs tout le temps, et en mettant au cœur de notre stratégie le produit. Et donc d'une certaine manière la R&D quoi, c'est-à-dire R&D peut-être pas au sens des algos complexes dont tu pourrais nous parler, mais pour nous, le produit, d'abord, on n'avait pas beaucoup à mettre dans le marketing au début. Donc, on s'est dit, en fait, si ce truc est super utile, super bien fait, qu'on les écoute, qu'on développe ce qu'il faut, ben, il va avoir du bouche à oreille, etc. Et donc, pour rester sur cette première phase dont tu parles, nous, avec 0 de budget marketing, on a atteint 300 000 utilisateurs dans nos premières années. Et aujourd'hui, on est au-dessus de 3 millions. On est très heureux, mais en fait, en y repensant, c'était quand même pas mal, quoi. Le produit était pas si fou, mais en fait, il y avait rien d'autre. Ça répondait vraiment à un besoin. Du coup, il y avait du bouche à oreille, et du coup, en fait, c'était une sorte de, le facteur clé de succès, je pense, c'était ce qu'on appelle le product market fit, quoi. Et ça, c'était vraiment travailler le produit en écoutant les users. Finalement, assez basique, mais je le dis quand même. Voilà. Et pour lequel vous aviez besoin d'avoir déjà un certain nombre d'utilisateurs. Oui, ouais, c'est ça. Fallait quand même le tester, voir si ça prenait. Et ça nous a permis ensuite de se dire, OK, là, ils adorent, comment on monétise? On s'était toujours dit, monétiser, on fera des versions payantes, pourquoi pas de la publicité. Il y aura moyen s'il y a l'usage. Et encore maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'usage, quoi. Si personne utilise notre truc, et donc, ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, à un moment, on a eu très peur, parce qu'on a bloqué des trucs en disant, ça maintenant, les gars, c'est payant. Et en fait, on a perdu personne. Et ceux qui voulaient pas payer, ils ont une version réduite avec de la pub. Et en fait, on a souvent peur de ça, mais en fait, c'était complètement OK, quoi. Enfin voilà. Tout ça, évidemment, c'est de la post-rationalisation, mais ça s'est fait avec des hauts, des bas, des heures et tout ça, mais dans l'ensemble, voilà, l'histoire, c'est un peu ça. OK, merci. Et donc, Antoine, toi, comment ça s'est passé? Ouais, je pense qu'on a en effet une capacité à donner de la cohérence et de la linéarité à des choses qui ne sont pas ensemble, mais moi, si je repars, on a rejoint, ce qui a vraiment lancé l'activité pour nous, c'est le fait de rejoindre le tremplin, Paris Senco Sport ex-tremplin,
Donc je pense que Laurine, tu pourras nous parler un petit peu plus, pas du tremplin mais du pack. Et du coup nous on a été incubés, accélérés par cet organisme-là, et du coup on s'est retrouvé entouré d'autres startups, d'autres entreprises qui venaient innover dans le milieu du sport et qui du coup pouvaient bénéficier de nos technologies. Et du coup, sur la première année, on a signé avec 2 d'entre elles pour commencer à faire nos premiers POC, nos premiers usages pour utiliser notre technologie sur le marché du sport. On a fait ça sur le rameur et sur le foot. Et derrière, on a aussi eu la chance d'être, oui, on a été identifié par Manchester City, qui nous a dit, nous, la technologie que vous avez, on l'a vue nulle part ailleurs. Donc, bon, nous, on était un peu sur les fesses, mais je pense c'est arrivé. Pardon. C'est pas la barbe, on est d'accord. On t'entend bien, je crois. C'est le feu d'artifice pour célébrer City, je pense. Mais merci. Du coup, je disais, ouais, on a eu City qui nous a identifiés. Du coup, on allait les rencontrer, on a commencé à collaborer avec eux, mais c'était un peu tôt pour nous. On n'avait pas encore notre positionnement clair, et du coup, assez rapidement, derrière, ça s'est redescendu, la hype. Mais n'empêche que ces premiers cas d'usage, ils nous ont permis de mettre en place nos premiers process de vente et de comprendre comment on faisait pour vendre, à quoi pouvait être utilisée la technologie, de démontrer la valeur qu'on avait. Et derrière, on a pu aller signer avec des plus gros organismes comme Vogo, comme la Fédé de judo, etc. Et du coup, on a construit comme ça de POC en POC. Enfin, du coup, nous, c'était notre façon de nous rémunérer. Donc, on était même plus proche d'une société de presta que d'une startup avec des process qui scale. Mais voilà, nous, on a eu besoin de comprendre tout ça et de se faire notre expérience entrepreneuriale et de se faire les dents, quoi, en fait, et de se casser la figure aussi de temps en temps. Pas agréable, mais ça fait progresser. Et tout ça pour dire que nous, en effet, ça nous a pris bien 2 ans de comprendre tout ça et de comprendre qu'il fallait qu'on trouve le problème auquel et le fait je vais finir ma phrase, de trouver le problème auquel on répondait. Et c'est vrai que l'exercice de la levée de fonds nous a obligés à le faire. C'est-à-dire que nous, on voyait la trésor au bout d'un moment qui descendait. On avait besoin de se staffer pour développer de la grosse techno. Et on s'est dit, en fait, si on continue comme ça, on va mourir. Enfin, la boîte va mourir. C'est important de dire que nous, on meurt pas avec la boîte si la boîte meurt. Mais c'est un exercice aussi, ça. Mais tout ça pour dire que le fait de se lancer dans une levée de fonds et de devoir clarifier un peu notre positionnement, le problème auquel on répond, avec quel produit, ça nous a bien aidé et ça nous a forcé à apprendre à se concentrer. Et du coup, maintenant, on est dans cette phase-là d'être très proche des clubs. On travaille beaucoup avec l'UBB, avec le Racing, avec le Stade Toulousain pour comprendre comment ça s'intègre, à quoi ça sert. Et j'espère que ça se passera aussi bien que pour toi. Je sais pas si on aura 300 000 clubs, mais pas besoin parce que toi, ils te payent plus. Oui, c'est ça. J'espère. Mais voilà. Et puis aussi, vu qu'on travaille vu qu'on a la BPI, nous on a quand même bénéficié aussi de financements qui nous ont beaucoup aidé au début. Le PIA, on a eu donc 30 000 € la première année pour financer notre R&D, et la deuxième année avec la bourse French Tech Emergence, vu qu'on est labellisé Deep Tech, qui est un peu un mot à la mode, mais qui définit des vraies entreprises qui font beaucoup de R&D comme nous. On a eu 90 000 €, et ça c'est vraiment des process qui nous ont vraiment beaucoup aidé et nous permis d'exister, en fait, de développer ça et d'avoir les moyens de mettre en place les premières briques technologiques. La Deep Tech, c'est un tremplin de sortie de laboratoire qui permet de faire éclore l'usage d'une R&D, quoi. Donc, Laurine, tu veux nous expliquer quel est le rôle du PAC dans ce parcours d'entreprise ? Oui, alors nous, effectivement, on a un vrai rôle de facilitateur, justement, pour accompagner ces startups sur la partie POC. Pour reprendre un petit peu tes termes, Lisa, effectivement, nous, on a une première partie qui est plutôt sur l'expérimentation d'usage. En effet, sur Lyon, on a un vrai bassin pour tester des solutions et accompagner justement ces startups sur l'expérimentation. On est basé, nous, effectivement, dans les quartiers de Gerland, donc juste à côté du Mathieu Stadium, qui est le stade du Loup Rugby, qui est l'un de nos partenaires. Et l'idée, effectivement, c'est vraiment de pouvoir permettre à nos startups d'accéder à tous ces locaux, ces infrastructures, pour tester des solutions. Donc ce sont des solutions très très larges. On peut aller sur de la fan expérience sur les jours de match, des solutions de billetterie, des solutions autour de l'événementiel sportif. On peut aller sur la partie plutôt sport santé, donc avec des programmes pour des personnes par exemple qui sont en rémission ou autres, qui touchent pas forcément le sport de haut niveau comme on peut le croire
au premier abord. On a aussi des solutions qui touchent la data, donc un peu ce que tu expliquais aussi Antoine sur l'accompagnement des sportifs de niveau, le sport impact. Enfin bref, l'idée c'est d'accompagner vraiment donc les startups qui sont sur une partie plutôt POC, d'expérimenter en fait en conditions réelles avec un vrai retour au terrain pour ensuite effectivement aller sur une mise sur le marché assez rapide. Et effectivement après notre deuxième rôle il est plutôt parallèle, c'est-à-dire d'accompagner nos startups sur la partie plutôt stratégique, construction ou plutôt validation de leur business model et autres. Donc là effectivement le programme d'accompagnement prend tout son sens. Donc il y a un premier niveau qui se fait effectivement avec le startup manager et l'équipe du PAC pour co-construire si besoin ou valider ou autre des domaines clés de la startup. Ensuite, effectivement, sur des expertises un petit peu plus précises, on s'appuie nous aussi sur un réseau de partenaires qui sont de la filière sport ou qui sont plutôt spécialisés sur la gestion stratégie d'entreprise. Je vais prendre un exemple très concret sur la partie juridique, pays, etc. On a un partenaire qui est le cabinet Plastro IP sur Lyon. Donc le cabinet en fait accompagne nos startups justement pour mettre des barrières à l'entrée, breveter, faire le dépôt de marque, etc. pour accompagner nos startups sur ce sujet. Pour rendre un petit peu plus aussi mon exemple concret, on accompagne actuellement une startup qui s'appelle Optimize, qui est un logiciel d'optimisation de vision par la réalité virtuelle. Donc Brigitte, qui est orthoptiste de formation, a une vraie compétence sur ce domaine. Aujourd'hui, elle est venue toquer à notre porte parce qu'elle a besoin d'être accompagnée sur le lancement de cette plateforme. Donc l'idée, nous en interne avec des équipes digitales, nous l'accompagnons sur le choix des cases de réalité virtuelle, la construction de sa plateforme. Et l'idée demain, c'est d'aller le tester en conditions réelles avec donc le club du rugby du Loup, avec un test pilote sur l'équipe féminine pour valider, on va dire la faisabilité, le lancement de sa plateforme et valider l'usage et dans des conditions les plus réalistes possibles, et ensuite l'accompagner effectivement sur un développement commercial sur les clubs sportifs. Donc un vrai soutien aux constructions de POC et aux premières relations utilisateurs potentielles pour les entreprises. Oui, effectivement. Et après, l'idée pour pour aller jusqu'au marché, on va dire, c'est aussi d'accompagner nos startups sur les premiers clients. Donc là, l'idée, c'est aussi d'accompagner les startups sur la partie réseautage, ouverture de portes. Ça, on le fait à différentes échelles. Il y a effectivement l'échelle plutôt locale avec nos partenaires proches du PAC sur la filière sport, et aussi grâce donc au réseau du Village Baïsa de Lyon et de notre réseau au niveau national, où on a la capacité en fait de mettre en relation nos startups avec des écosystèmes qui sont pas forcément sur la région lyonnaise, et d'aller chercher des startups ou partenaires qui sont aux quatre coins de la France, et d'avoir une vraie proximité avec un relais local avec le village en référence. Merci. Et donc Mustapha, peut-être pour les meneurs et BPI, qu'est-ce qui peut être fait à ce stade-là? Ouais, sans doute qu'on arrive à l'étape d'après, justement au moment où les startups ont envie de scaler et puis ont envie de passer à échelle. Donc déjà pour resituer un petit peu historiquement chez BPI France, le sport, je le disais en intro, c'est deux piliers. C'est d'une part l'accompagnement de 32 clubs répartis sur tout le territoire. Il y a 8 disciplines différentes. On est sur des clubs collectifs et professionnels. Historiquement, ce qu'on fait avec les clubs, c'est ce que peut faire une boîte avec un club, c'est-à-dire un échange de visibilité ou un outil d'animation dans les territoires. On a une 50aine d'implantations dans les territoires. Comment dirais-je, sur cette animation avec les différents clubs sportifs, depuis l'année dernière, on a souhaité justement commencer à connecter l'innovation et les startups de la Sportech avec nos différents clubs sportifs. Ça a été un premier élément. Le deuxième, et ça a été dit 2 fois, il y a quelque chose qui est primordial, c'est au-delà des financements qui peuvent arriver au début, et c'est important aussi, mais il y a quelque chose qui me paraît être primordial, c'est l'accompagnement dont peuvent bénéficier les dirigeants d'entreprise, parce que ça leur permet d'ouvrir à la fois les chakras pour se dire aujourd'hui mon marché c'est ça, mais potentiellement demain ça peut être quelque chose de 10 fois plus gros parce qu'on a pivoté, parce qu'on a regardé ailleurs, parce qu'on a regardé différemment, et ce qui nous a amené aussi en partenariat avec le ministère des Sports à créer un accélérateur pour les startups de la Sportech. Cet accélérateur, il a un vrai enjeu, c'est de faire émerger
des champions, des belles boîtes, que ça devienne vraiment un écosystème où il n'y a pas uniquement la locomotive Sorar qui existe parce que c'est la seule licorne qui est dans l'univers de la Sportec, mais à la fois c'est pour qu'il y ait vraiment toutes les boîtes qui puissent bénéficier d'un accompagnement. Et l'accompagnement chez BPI, c'est un vrai MBA pour dirigeants d'entreprise, avec une mise en réseau, avec l'accès à tous les produits et à tous les services que peut apporter BPI France. Et comme certains le savent, il y a quand même beaucoup de choses dont on peut profiter quand on est dans les réseaux BPI. Ça c'est le premier point. On va organiser également là sur l'année 2024 des rencontres entre investisseurs et startup, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, une fois qu'on a prouvé son marché, qu'on a trouvé ses premiers clients et qu'on a commencé à développer de la récurrence dans son modèle économique, à un moment il faut passer à échelle, et pour passer à échelle, c'est bien d'être confronté aussi à des investisseurs pour aller chercher des fonds et puis accélérer le développement. Ça, on va le faire à l'occasion de 2 gros événements. Le premier, c'est Big, donc ça aura lieu en octobre. C'est le gros événement de BPI France où il y a tous les écosystèmes de BPI qui sont présents. Et le deuxième, d'ailleurs, c'est par ordre inverse chronologique, mais et en fait, on est aussi en train, je le disais tout à l'heure, de poser une vision sur ce que c'est l'économie du sport en France, pour à la fois proposer une définition commune avec plein d'acteurs clés, que ce soit des institutionnels, que ce soit du privé, des fonds d'investissement, des entreprises, sur des thématiques comme l'industrie, comme la santé, comme le climat. Et donc, on est en train de rassembler tout ce monde-là pour à la fois poser une définition commune et à la fois poser une vision sur l'avenir, sur comment on va aller chercher des marchés à l'étranger à l'occasion de gros événements internationaux. Nous, on a en tête, alors pour le coup, on est en train de faire cet événement-là qui aura lieu le 5 juin à l'Adidas Arena, donc notez-le, petite page de pub au passage. Et par contre, même si ça va être quelques semaines avant les JO, notre sujet, c'est même pas les JO de Paris. On est vraiment en train de parler de l'après-JO, une fois que les JO sont terminés. Là, c'est cool parce qu'il y a les projecteurs qui sont braqués sur les univers du sport. Nous, notre sujet, c'est demain, comment on va aller placer, en tout cas, soutenir des boîtes françaises pour aller chercher des marchés, notamment aux JO de Los Angeles, sur les prochaines Coupes du Monde de foot ou de rugby, sur toutes les grosses compétitions internationales. Et donc, on est en train de faire je pense, un gros travail de rassemblement d'écosystèmes et d'animation. Très complet. Merci beaucoup. On m'entend. Ah oui. Merci beaucoup. Du coup, sur le dernier thème, donc on va aller un peu plus rapidement. Comment là vous voyez la suite? C'est quoi votre stratégie? Et peut-être rapidement, comment vous continuez un peu à suivre et à intégrer les grandes tendances d'innovation dans votre roadmap qui allie, j'imagine, usage et stratégie marché. Je me lance. D'abord, je vais rebondir 2 secondes sur ce que tu disais, Moustapha. Il faut que je change. Formidable. Ça marche très bien. Mais faisons micro commun, puisque justement, j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire. Non, mais nous, on trouve ça génial que justement, au plus haut niveau de l'État, le sport soit grande cause nationale, que la BPI entreprenne autant d'actions autour de l'économie du sport, parce que c'était peut-être pas autant le cas quand nous on a démarré. On a quand même une 12aine d'années maintenant, donc on est une vieille start-up du sport, et donc c'est top qu'il y ait cet engouement commun entre les startups de la Sportec qui se sont notamment regroupés en collectif. Nous, Sport-Easy, on a participé à la création, l'animation de ce collectif Sportec, et que les startups elles-mêmes, la BPI et tous les acteurs publics institutionnels comme le ministère des Sports travaillent main dans la main pour dire le sport c'est génial, mais c'est aussi un vrai secteur économique et dans lequel peuvent émerger des champions français, européens. Et donc ça, d'un point de vue d'écosystème, je tenais à le saluer et dire que c'était hyper important pour nous. Et après, nous, à titre personnel, on a bénéficié des deux, puisque la BPI investit, entre autres, via son pôle Digital Venture, qui est un de nos investisseurs. Mais on a aussi participé à un programme comme le Hub, qui est pour le coup transverse passeport, mais qui permet de progresser à plein de niveaux en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise. Et donc savoir qu'il y a un accélérateur
dont on sera membre ou pas, mais c'est vraiment top. Ouais, petit rebond, je réponds pas du tout à ta question, Lisa, mais je l'ai fait quand même. Et sinon, donc par rapport à ta question qui est, c'est quoi le futur et c'est quoi la place de la R&D du développement là-dedans? Je sais pas si vous m'entendez toujours malgré le message d'avion. Mais ouais, nous, c'est toujours au cœur de notre stratégie. Je vais essayer de le dire de façon synthétique. La dernière levée de fonds qu'on ait faite il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, souvent on dit maintenant je fais une levée de fonds, j'ai un produit, je fais une levée de fonds pour accélérer en marketing. Bah nous, globalement, non. La moitié de notre levée de fonds, c'était de continuer à enrichir le produit et les services que l'on offre à nos clubs, quoi. Et on s'est toujours dit au cœur de notre stratégie de croissance, il y a l'excellence produit. Et donc oui, on voulait consolider le leadership en France, accélérer à l'international, c'était les 2 autres objectifs, plutôt croissance. Mais on a toujours eu cet objectif de continuer à soit accélérer, soit adapter le produit, parce que sans parler d'IA, etc. Nous, on s'est créé il y a 12 ans. C'était une appli web. Il y a 12 ans, c'était pas absolument évident que 100% des gens auraient un iPhone, un Android et feraient absolument tout sur mobile. Bon, bah, si on avait loupé ce virage à un moment, c'est évident que d'autres apps se seraient créées et nous auraient complètement explosé. Donc non, bah, évidemment, on a mis le paquet sur le mobile à un moment. Et en fait, cette histoire-là, elle continue. C'est-à-dire, c'est quoi maintenant les nouvelles pratiques dans les clubs? Ils utilisent d'autres choses. On a beaucoup plus de concurrence qu'avant parce qu'on a un peu participé à évangéliser le marché, mais voilà. Donc on doit s'adapter en permanence. Et je pense qu'une entreprise dont la technologie est un élément important, qui met pas la tech et le produit au centre de sa stratégie, c'est une entreprise qui à court, moyen ou long terme se plante. Donc en tout cas pour nous c'est hyper important, même si encore une fois c'est pas de la deep tech mais c'est de l'innovation, quoi. Fut-elle de service, ça reste de l'innovation. Donc voilà, j'ai dit synthétique, donc je te laisse la parole. Ouais, très clair. De notre côté, bah, nous on reste évidemment, ce qui fait aujourd'hui la valeur de Diptimize, c'est l'avance technologique qu'on a pu développer. Donc on est, j'ai envie de dire, quasiment obligé de continuer à faire beaucoup de R&D, parce que bah, c'est ça qui fait notre valeur et qu'on a. Est-ce que vous allez continuer à collaborer avec des laboratoires ou des universités par exemple? Ouais, complètement. Ben, on est obligé de rester. Enfin, c'est notre rôle, c'est, enfin, si on veut se donner les moyens de notre ambition, si on est obligé de rester très proche de la recherche et de ce qui se fait de mieux pour continuer à emmener les meilleures technologies sur le marché du sport. Et du coup, ouais, voilà, on va continuer évidemment. Nous là, les 3/4 de notre levée de fonds sont mises dans la R&D, quoi. Donc c'est vraiment une grosse partie de l'activité de notre boîte et c'est même ce qui fait notre valeur aujourd'hui. Donc oui, on va continuer. Je sais plus exactement ce que c'était la question. C'était ça. Et enfin, du coup, juste si t'as 2 mots sur la partie plus stratégique, enfin, comment tu comptes aussi avancer sur ton business model, sur cette stratégie d'entreprise? Ben, là, nous, notre objectif, c'est d'arriver à signer 2 des 3 clubs avec qui on collabore aujourd'hui, donc Stade Toulousain, UBB Racing, et arriver à en signer 2 pour montrer que c'est possible. Et derrière, on pense que si on arrive à faire signer 2 de ces clubs, voire 1, ça pourra servir de preuve, un peu comme ce qu'on a fait depuis le début, de signer les premières startups pour après montrer ce à quoi ça peut servir. Et puis, du coup, arriver derrière à avoir une bonne compréhension de comment on fait pour vendre et comment on peut systématiser la vente. Aujourd'hui, on est obligé de faire des choses très manuelles, pour bien comprendre et être très proche de l'usage, pour comprendre à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour que ce soit utile et fonctionnel. Et puis derrière, faire une plus grosse levée l'an prochain pour vraiment accélérer notre développement, quoi. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Du coup, si Laurine et Mustapha, vous avez un dernier mot sur cette partie plus stratégie, développement? Oui, nous, effectivement, la partie accélération et développement après la mise sur le marché, nous, c'est vraiment notre cœur de métier, notre cœur de cible sur l'accompagnement. Pour aller très très vite parce qu'ils vont me couper le micro sinon. Effectivement, nous, l'idée, c'est d'accompagner sur la structuration de croissance et qu'effectivement, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous êtes confronté à des défis quand vous grandissez. Il y a tous des enjeux de structure de croissance. Donc nous, le premier, c'est effectivement la partie financière où on s'appuie sur notre partenaire qui est le Crédit Agricole pour accompagner nos entrepreneurs sur de la levée de fonds, sur du financement que ce soit haut et bas de bilan. L'idée, c'est pas forcément d'investir, mais c'est déjà d'accompagner nos entrepreneurs à préparer un pitch deck pour un investisseur, à les pitcher devant un investisseur, préparer un BP,
avoir vraiment une démarche complète, comment on va parler à ces fonds, comment on les source, etc. Après, effectivement, il y a d'autres enjeux sur la partie, par exemple, RH, la partie internationalisation, la partie pivot. On peut envisager un pivot, on peut envisager des diversifications. Donc l'idée, voilà, c'est par rapport à la typologie de projet qu'on a, par rapport à la typologie de développement qu'on a, nous, on est en capacité d'aller activer les différents leviers pour accompagner vraiment les entrepreneurs et leur permettre de prendre du recul sur leur projet, parce que quand on est arrivé à ce stade-là, souvent on a un petit peu la tête dans le guidon. Donc nous, c'est vraiment notre job de prendre du temps avec leurs entrepreneurs pour qu'ils se posent les bonnes questions stratégiques sur leur développement. Merci. Et Mustapha, on te laisse conclure du coup, parce Bon, que je vais essayer de faire rapide pour pas que monsieur derrière il nous fasse des grands signes. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur les startups de la Sportec à regarder très largement au-delà du sport leur business. Là, on parlait sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les analyses qui sont produites sont pas valables dans d'autres secteurs d'activité? Et ça, l'enjeu derrière ça, c'est d'aller décupler son marché qui aujourd'hui est très verticalisé avec les clubs, mais demain, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres boîtes qui soient intéressées par la même technologie. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à vraiment regarder de manière très globale son business. Et puis, dernier point, peut-être aussi, parce que on se dit toujours que quand on est que les Américains sont en avance. Ça, c'est un truc qui revient très souvent. Pour le coup, j'étais au festival South by Southwest il y a 2 semaines, et je crois que c'était la première année où ils faisaient une programmation sur le sport. Donc il y avait beaucoup de sujets sur le sport. Alors c'était plus large que la Sportec, mais quand même ça parlait beaucoup de marché, développement des clubs internationaux, de comment on fait un marketing spécifique pour le sport, etc. Et finalement, je pense que très clairement, aujourd'hui, en France, on n'est pas en retard ni sur la vision, ni sur le positionnement, ni sur les technologies, ni sur le savoir-faire. Je crois que le seul sujet sur lequel il faut pas perdre de vue, c'est la rapidité d'exécution dans la vision à poser. Ça, je pense, c'est vraiment le point clé pour justement ne pas être les derniers ni au niveau monde, ni au niveau européen, au vu de tout le potentiel qu'on a sur le marché du sport business. Ouais, on termine sur un message positif du coup, et donc là c'est terminé, on n'a plus de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir ensuite. Merci beaucoup.